bonsoir à tous. Oui, bien, écoutez, merci d'être venus si nombreux. Donc, il paraît que je suis filmé, donc je dois parler fort. Donc, si je ne parle pas assez fort, vous me ferez signe. Donc, c'est un sujet un peu acrobatique que j'ai proposé à Thierry Lenz. Alors, la biographie de Marie-Antoinette que je viens de publier est avant tout le travail d'un historien de l'Empire qui se penche sur la fin de l'Ancien Régime. Peut-être pour ça que j'ai proposé ce sujet. Je me suis posé les mêmes questions, j'ai trouvé des sources relativement comparables et j'ai essayé d'appliquer le même esprit critique qu'en étudiant la période napoléonienne. Donc cette conférence pourrait être strictement axée sur la méthodologie de l'historien, mais ce serait extrêmement ennuyeux pour tout le monde. Donc je ne vais pas me limiter à ça. Donc les deux époques, le règne de Louis XVI et le règne de Napoléon, ont quand même beaucoup de choses en commun. Les acteurs sont les mêmes. On doit souvent consulter les mêmes témoignages, les mêmes mémoires, les mêmes journaux intimes. Roderer, Cambacérès, par exemple. Les lieux sont également les mêmes, car Napoléon et Joséphine, puis Napoléon et Marie-Louise ont vécu dans les mêmes châteaux, parfois dans les mêmes meubles, et surtout, tout le monde a un avis à donner sur l'Autrichienne, absolument tout le monde, moi, vous, Napoléon aussi, avait un avis sur Marie-Antoinette, qui reste une figure légendaire, une figure, comme on dirait aujourd'hui, très clivante, entre les admirateurs inconditionnels et ceux qu'elle exaspère. C'était le cas sous l'Empire, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et je vais donc vous faire cette conférence qui est une sorte de promenade, une suite de clins d'œil et de réflexions et un développement parallèle pour finir, un exposé sur le développement parallèle des légendes de la reine et de l'empereur depuis la Restauration jusqu'à nos jours, et essayer de vous montrer comment la construction du mythe et des historiographies respectives de Marie-Antoinette et de Napoléon peut nous aider à mieux comprendre comment travaille un historien et peut nous aider à nous fournir de nouveaux outils pour étudier l'histoire. Alors, je vais vous commencer par vous signaler quelque chose. La sortie du film récente de Ridley Scott, je ne sais pas si on aura les droits pour la diffuser sur YouTube. Vous le savez, Bonaparte assiste à l'exécution de Marie-Antoinette dans le film. C'est une erreur grossière, mais c'est peut-être aussi le signe qu'il faut que les deux mythes se croisent avec d'un côté la conclusion d'une chute vertigineuse et de l'autre le début d'une ascension hors du commun. Donc c'est un premier parallèle. Après le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, où on a eu le Napoléon de Ridley Scott, ça fait donc deux figures de l'histoire de France qui sont très mal réinterprétées par le cinéma anglais ou américain. Donc c'est déjà un premier point commun. Ensuite, comme c'est une conférence qui se veut sérieuse et historique, je vais tâcher de progresser en suivant l'ordre chronologique. Donc je vais vous rappeler, pour commencer, en enfonçant les portes ouvertes, que Napoléon est né sujet du roi Louis XV, un an à peu près avant le mariage du dauphin Louis et de l'archiduchesse Marie-Antoinette. Et comme tous les Français de l'époque, il a dû entendre parler de cette union prestigieuse, il a dû entendre parler des échos très lointains de la vie de cour, de la vie de la famille royale à Versailles. En juin 1777, son père, Charles Bonaparte, est désigné pour faire partie d'une délégation des États de Corse qui doit se rendre à Versailles. D'ailleurs, on voit dans la Gazette de France, on voit bien le nom de Bonaparte qui est mentionné. Ça, c'est en 1779 pour cette deuxième visite. C'est le moment où il dépose au passage ses deux fils, Napoléon et Joseph, au collège d'Autun. Il les présentait à Louis XVI le 10 mars 1779. Et dans un des passages ajoutés du mémorial de Sainte-Hélène, Lascaz raconte que Charles Bonaparte a quitté Ajaccio avec ses deux fils, qu'il est passé par Florence avant de venir en France, afin d'obtenir du grand-duc de Toscane, l'archiduc Léopold, une lettre de recommandation pour être présentée à sa sœur Marie-Antoinette. Donc rien n'est moins sûr. Il semble aujourd'hui que Charles Bonaparte est passé directement par Marseille pour emmener ses deux fils en France, mais c'est peut-être une invention de Lascaz, peut-être un souvenir mal rapporté de l'empereur. En tout cas, on a cette idée d'un Charles Bonaparte qui veut être présenté à Marie-Antoinette et qui, en tout cas à Versailles, a vu le roi et donc a sans doute aussi, vous voyez, été présenté au roi et à la famille royale. Donc Charles Bonaparte, au moins, a vu la reine. Donc Charles Bonaparte en a peut-être parlé à son fils. Bonaparte mentionne Marie-Antoinette dans une de ses premières lettres. Le 29 mars 1785, il informe sa mère Laetitia de la naissance du futur Louis XVII, qui est à l'époque duc de Normandie. Elle réapparaît, Marie-Antoinette, brièvement dans une autre lettre le 9 novembre 1787, adressée à un destinataire inconnu. On la retrouve dans la correspondance générale. Et Bonaparte y évoque les réformes dans les maisons du roi et de la reine, destinées à économiser de l'argent en supprimant des charges de cour. Donc, il suit l'actualité, il mentionne de temps à autre Marie-Antoinette dans sa correspondance.
Bonaparte s'est rendu à Paris en 1787. Il a séjourné plusieurs semaines à Paris en essayant d'obtenir une audience de l'homénide Brienne, le contrôleur général des finances de l'époque, auprès de qui il sollicite, vous le savez, le versement d'une indemnité pour cette sombre histoire de plantation de mûriers plantés par Charles Bonaparte qui avait périclité parce que l'État royal avait promis une subvention qui n'était jamais arrivée. Donc Bonaparte fait antichambre à Paris et à Versailles. On l'a oublié, mais il raconte à Menneval, on le lit dans les mémoires de Menneval, qu'il avait visité Versailles avant la Révolution. C'est sans doute à ce moment-là. Et Bonaparte a sans doute fait comme des milliers de Français curieux de voir leur souverain, Versailles étant accessible, comme vous le savez, à quiconque porte une épée au côté. Donc on peut conjecturer qu'à ce moment-là, Napoléon, le jeune Bonaparte, a pu voir Louis XVI et Marie-Antoinette, peut-être au moment où il traverse la Galerie des Glaces pour se rendre dans la chapelle, peut-être au moment où il dîne en public dans la fameuse salle ici que vous avez à l'écran du Grand Couvert. Tous les Parisiens à l'époque aimaient aller voir manger le roi et la reine en public. Donc peut-être les a-t-il vus, peut-être même a-t-il vu le comte d'Artois, le comte de Provence, le futur Louis XVIII ou encore les fameuses filles de Louis XV. En tout cas, il n'en a jamais parlé, très peu, à part cette allusion à Menneval. Peut-être que Bonaparte, et plus tard Napoléon, ne voulaient pas écorner sa légende en rappelant qu'il avait un jour été un simple sujet et un solliciteur, comme tant d'autres, courant les antichambres de Versailles. En tout cas, Bonaparte juge assez sévèrement la cour, comme le montre une lettre qu'il adresse à son grand-oncle, l'archidiacre Lucien, 28 mars 1789, une des premières lettres où il expose ses idées politiques. Il critique Necker, il critique Calonne, il critique le gouvernement de Louis XVI. Il parle plus loin dans sa lettre des cabales de la cour, qu'il compare à un serpent. Donc on voit chez lui cette détestation des dépenses incontrôlées, des courtisans avides d'argent, et Marie-Antoinette est la figure de proue de ce monde-là à cette époque. On a une autre allusion à la reine sous la Révolution, dans une lettre à Joseph du 22 juin 1792, au lendemain de l'invasion du palais des Tuileries le 20 juin, alors que Bonaparte se trouve à Paris. Il aurait apparemment vu le roi, la reine et le dauphin de loin, alors qu'ils étaient à un balcon coiffé du fameux bonnet rouge que les révolutionnaires forcent la famille royale à porter ce jour-là. Bonaparte se trouve aussi présent à Paris le 10 août, jour de l'invasion des Tuileries, de la chute de la monarchie. Il y aurait assisté depuis la boutique tenue par le frère de son ami Bourrienne, tout près du Louvre, donc prudemment de loin. Et on connaît, grâce aux mémoires de Bourrienne, tous les propos très désobligeants que Bonaparte tient sur Louis XVI. Il ne dit pas, par contre, un seul mot de Marie-Antoinette. En revanche, autre détail qui sera important plus tard, pas très loin de là, donc pas très loin de Bonaparte, dans les appartements des Tuileries, vous avez Louis XVI, Marie-Antoinette qui voient leur palais pris d'assaut, qui se comprennent que la monarchie n'en a plus pour très longtemps. À côté d'eux, il y a quelqu'un que Thierry Lenz connaît très bien, qui est Roderer, qui est présent auprès de la famille royale, qui est procureur syndic du département de la Seine. Il est présent et il enregistre, il retient ce qui se passe. Alors, donc voilà quelques aperçus, au moins Bonaparte a sans doute vu Marie-Antoinette de loin. C'est un détail, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ensuite, je fais un saut dans le temps. Donc par-dessus Toulon, par-dessus Vendémiaire, la campagne d'Italie, par-dessus la signature du traité de Campo Formio, et nous arrivons au congrès de Rastatt en fin 1797, où Bonaparte fait une apparition éclair en novembre 1797, au tout début des négociations. Donc, il y a deux représentants français qui sont Ange Bonnier d'Alcaud et Jean-Baptiste Treillard. Ce sont deux anciens conventionnels régicides. Donc ça passe assez mal quand il s'agit de discuter avec les représentants des souverains de la Prusse, de l'Autriche ou des différents souverains allemands. Donc Bonaparte est là, et en particulier Bonaparte se retrouve à devoir discuter avec un représentant d'un souverain qui est également possessionné dans le Saint-Empire romain germanique, qui est le roi de Suède. Et le représentant du roi de Suède, c'est Axel de Fersen. Donc il y a une rencontre entre Bonaparte et Axel de Fersen, le chevalier servant et peut-être amant de Marie-Antoinette, une rencontre qui se passe très mal. On a les deux textes, les deux témoignages, les deux sons de cloche. Ce sera pour un prochain livre d'ailleurs. D'un côté, Bonaparte décrit Fersen, je cite, comme environné de toutes les fatuités d'un courtisan de l'œil de bœuf. L'œil de bœuf, c'était le salon qui précède la chambre du roi à Versailles. Et de l'autre, Fersen décrit le vainqueur d'Arcole. Il est petit, fluet, d'une mine chétive, noirot et a l'air de souffrir de la poitrine. Donc,
ne s'apprécient pas trop. En plus, Bonaparte refuse de reconnaître Fersen comme un interlocuteur diplomatique valable, sous prétexte qu'il avait organisé la fuite à Varennes, qu'il était à ce titre un conspirateur royaliste et un ennemi de la Révolution. C'est peut-être pas si faux. Donc Bonaparte est odieux avec Fersen. Fersen tient un journal intime depuis des années. Donc la partie intéressante, si l'on veut dire, qui est la partie des années que Fersen a passé avec Marie-Antoinette, a disparu. Le journal a été détruit. La partie d'après, que pas grand monde ne lit, est aussi assez intéressante. Je vous en mets ici un extrait à l'écran. Donc, visiblement, Bonaparte passe son temps, durant son bref passage à Rastatt, à répéter à tout le monde que Fersen avait couché avec la reine. Donc, il le dit très clairement, et Fersen le note, couché avec la reine. Donc, voilà. Et Fersen conclut: quelle infamie d'aller répéter ces sortes de choses. Ce fameux général a absolument les manières et le ton d'un parvenu qui prend l'insolence pour de la noblesse et la vanité pour de la dignité. Donc on voit à ce moment un Bonaparte qui méprise les royalistes et les contre-révolutionnaires. Donc il déteste tous les proches, tous les affidés de la défunte reine, par rejet pur et simple de l'ancien régime. Donc on a un Bonaparte qui est donc très rustre, très républicain dans son attitude. De l'autre côté, on a sa chère épouse Joséphine, qui est beaucoup plus fascinée par le souvenir de Marie-Antoinette et de l'ancienne cour. Joséphine a résidé pendant plusieurs années chez son beau-père, le marquis de Beauharnais, à Fontainebleau, entre 1783 et 1786. Elle a vécu à l'écart de la cour. Elle a peut-être rêvé de paraître à la cour, de prendre part à la vie de cour, mais elle n'y a jamais participé. Elle a peut-être circulé dans le palais de Fontainebleau, comme l'a fait Bonaparte à Versailles, mais elle vit à l'écart de la cour. Elle fréquente, par exemple, donc Mademoiselle Polly, qui est la fille du concierge des petites écuries du roi à Fontainebleau. Donc elle a un entourage de courtisans qui ont dû croiser ou fréquenter Marie-Antoinette, et surtout sous la Révolution, rue de la Victoire, elle fréquente par exemple l'ex ou le ci-devant duc de Nivernais, qui lui parle beaucoup de la cour de Versailles. Donc par son intermédiaire, de Joséphine et de son entourage, Bonaparte s'initie aux bonnes manières, à ce qu'était la vie de cour, à ce qu'était l'étiquette de l'Ancien Régime, à quoi servait l'étiquette, puisque la cour est un instrument de contrôle des grands, un instrument de représentation du pouvoir, donc ça n'est pas quelque chose de frivole qui coûte cher, il y a une signification politique derrière. Donc l'intérêt de Joséphine et de Napoléon pour Marie-Antoinette, on la retrouve notamment dans les mémoires de la reine Hortense, dans les passages où Hortense évoque l'installation du premier consul aux Tuileries le 19 février 1800. Bonaparte veut occuper un lieu de pouvoir à la symbolique très forte, associé non seulement au pouvoir royal de Louis XVI, mais aussi au souvenir de la Convention et du Comité de salut public. Et Joséphine reprend possession des appartements qu'occupait Marie-Antoinette au rez-de-chaussée, qui étaient également les bureaux du Comité de salut public. Et Hortense raconte dans ses mémoires, je la cite: « Je me rappelle la tristesse dont ma mère fut frappée les premiers jours de notre installation. Elle voyait partout cette pauvre Marie-Antoinette. Une réflexion de ma mère m'attrista. Je ne serai pas heureuse ici, me dit-elle. J'éprouve de noirs pressentiments en y entrant. » C'est un peu retravaillé pour la postérité, mais Joséphine et Napoléon, sans doute, sont bien conscients de s'installer dans les meubles de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ça continue d'ailleurs. On pourrait faire beaucoup de parallèles entre Joséphine et Marie-Antoinette, notamment l'aménagement du château de Malmaison, la laiterie, les fabriques de jardins qui montrent un peu l'inspiration du petit Trianon, l'aménagement de leurs appartements respectifs. Toutes deux, Joséphine et Marie-Antoinette, apprécient apparemment les couleurs pastel, les dorures, les arabesques des boiseries à l'antique, la fameuse couleur gris Trianon que l'on retrouve par exemple dans les appartements de Saint-Cloud, l'ancienne résidence privée de Marie-Antoinette dont Bonaparte reprend possession en 1802. Pour donner un autre exemple qui est assez amusant, Joséphine possède dans les collections de Malmaison, vous le savez, beaucoup de choses, une momie, des oiseaux empaillés, des vases grecs, également un tabouret de pied ayant appartenu à Marie-Antoinette, qu'elle garde dans ses collections comme une relique, donc entre tout son bric-à-brac d'objets d'art et d'animaux empaillés. Donc là aussi, cette idée de relique. Napoléon et Joséphine vivent pendant des années dans les mêmes lieux, et même dans les mêmes meubles. Par exemple, le mobilier du château de Fontainebleau, le fameux lit de la chambre de l'impératrice dans la chambre de parade à Fontainebleau, est un lit commandé pour Marie-Antoinette que Napoléon fait remettre en place parce qu'il estime qu'il s'accorde mieux avec le décor
des boiseries de l'époque. Pareil, les fauteuils qui proviennent de Fontainebleau, qui sont placés à Fontainebleau, dans la salle du trône, sont des fauteuils qui ont servi dans le salon de la reine à Compiègne. Donc on a là aussi des meubles qui sont réutilisés et on voit également que Joséphine reprend possession du fameux boudoir turc de Marie-Antoinette à Fontainebleau qui a été restauré il y a quelques années. Joséphine prend aussi possession de la laiterie de Marie-Antoinette à Rambouillet. Vous avez toujours, on l'avait vu l'été dernier, l'apostrophe qui a été rajoutée. On a remis laiterie de la reine à la restauration, mais il y a l'apostrophe derrière le L qui montre qu'à un moment, sur le fronton, il y avait écrit laiterie de l'impératrice. Donc les mêmes lieux de vie. Et également, il est difficile de ne pas évoquer le Grand et le Petit Trianon que Napoléon occupe à partir de 1809 et où Marie-Louise se plaît particulièrement. Assez intéressant à ce sujet d'ailleurs, l'analogie entre d'un côté Marie-Antoinette et de l'autre Marie-Louise, une analogie assez évidente déjà dans le déroulement des événements, le contrat de mariage de 1810, le voyage de Marie-Louise en direction de Paris, la cérémonie de la remise de la princesse, la cérémonie de l'union en 1810, tout est repris ou calqué plus ou moins du mariage de Marie-Antoinette en 1770, la rencontre qui a lieu à Compiègne par exemple dans les deux cas. La nouvelle impératrice, quand on y réfléchit, a un peu le même profil psychologique que Marie-Antoinette. Elle a reçu une éducation assez proche, elle avait vécu dans les mêmes palais, elle a apprécié le domaine de Trianon qui lui rappelait le château de Laxenbourg près de Vienne. Les deux souveraines ont le même besoin d'échapper à l'étiquette et pour faire plaisir à Marie-Louise, Napoléon lui fait restaurer le hameau de la Reine à partir de 1810. Il lui fait reconstruire le jeu de bagues, donc cette espèce de manège qui est près du château du Petit Trianon que Marie-Antoinette avait fait installer. Il lui fait restaurer le théâtre de Marie-Antoinette qui sert dès l'été 1810. Donc vous voyez, beaucoup de parallèles. Je pourrais évoquer en parlant du château de Compiègne également, mais vous avez compris l'idée, Napoléon et Marie-Antoinette ont vécu dans les mêmes demeures. Napoléon a contribué à sauver certains lieux qui ont été façonnés par la reine et qu'il a lui-même apprécié, comme par exemple le hameau, tout simplement parce qu'ils sont de la même époque tous les deux. Ils ont le même goût, Marie-Antoinette et Napoléon, le même goût que partagent beaucoup de contemporains pour la nature, les jardins pittoresques, les décors néoclassiques. Le goût des années 1780 n'a pas tant changé par rapport au goût des années 1810. Ça n'est pas non plus anodin de notre point de vue d'ailleurs, puisque quiconque se rend de nos jours en pèlerinage dans des lieux napoléoniens se retrouve obligatoirement confronté à la figure de Marie-Antoinette, et la réciproque est valable. Quiconque va dans des lieux dédiés à la mémoire de Marie-Antoinette se retrouve obligatoirement confronté à l'Empire et au style Empire. Regardez par exemple le hameau de la Reine à Petit Trianon, le mobilier à l'intérieur et le mobilier de style Empire de Marie-Louise. On n'a plus le mobilier pour Marie-Antoinette, donc on a laissé le mobilier Empire. Donc les deux souvenirs, les deux légendes, les deux règnes, du point de vue patrimonial, muséal, sont étroitement entremêlés. Alors du point de vue de la mémoire, justement, Napoléon freine des quatre fers durant tout son règne dès qu'il s'agit d'évoquer Louis XVI et Marie-Antoinette. Ça, j'ai guère besoin de vous le préciser. Il fait restaurer la basilique de Saint-Denis, où il a prévu d'installer une nécropole impériale. Il prévoit simplement 3 monuments commémoratifs pour les dynasties des Mérovingiens, des Carolingiens et des Capétiens, aucun monument individuel dédié à d'anciens rois ou reines, que ce soit Louis XIV, Louis XVI, Marie-Antoinette, il n'en est pas question. Il n'y a pas de tentative non plus pour retrouver les corps de Louis XVI et de Marie-Antoinette au cimetière de la Madeleine, qui devient un lieu de pèlerinage pour les royalistes, mais très discret. Les ouvrages qui évoquent les deux souverains sont censurés. Par exemple, le roman Le cimetière de la Madeleine, Les prisonniers du Temple de Regnault-Varin, qui sont publiés en 1800-1801, sont saisis par la police. On y parlait de la captivité du Temple, de l'évasion de Louis XVII. Donc tout ça, ça ne plaît pas beaucoup à Napoléon. De même, les mémoires apocryphes de la princesse de Lamballe et les mémoires apocryphes de Madame Élisabeth sont interdits sous l'Empire, tout comme d'ailleurs les mémoires qui sont authentiques du valet de chambre Cléry, qui a servi le roi et la reine au Temple. Alors sans surprise, le Temple, justement, j'en avais déjà parlé dans un précédent livre, Napoléon en ordonne la destruction en 1808, elle se poursuit jusqu'en 1811. Napoléon cherche à faire oublier les Bourbons, à étouffer, à effacer le culte royaliste des souverains martyrs qui se focalise sur les lieux du martyr, donc précisément la prison du Temple, et autant que possible, Napoléon affiche son mépris des Bourbons qu'il considère comme tout à fait inaptes à régner. Donc justement,
à ce sujet. Alors voilà, à ce sujet, on voit, alors je vous montre ici, on sait que Napoléon possède dans sa bibliothèque de Malmaison un exemplaire du journal de Cléry, un manuscrit sur la captivité au Temple, rédigé par un des gardes de la prison royale, qui est un document qu'on a perdu, mais apparemment Napoléon avait un manuscrit qui parlait de l'emprisonnement de Marie-Antoinette. Dans ses bibliothèques, on retrouve un certain nombre de livres sur Louis XVI, sur Marie-Antoinette, sur la Révolution, beaucoup de publications royalistes. Donc Napoléon, a priori, a lu pas mal de livres sur Marie-Antoinette. En tout cas, il les avait sous la main. Il a dû se forger sa propre opinion à son sujet et il a eu l'occasion d'interroger également ceux qui l'ont connu. Donc, une certaine curiosité. Donc ici, je vous ai mis comme exemple le livre de Galard de Montjoie sur Louis XVI et celui sur Marie-Antoinette. Donc, vous avez cette gravure représentant l'emprisonnement de Marie-Antoinette à la conciergerie sous la forme du martyr et avec un plan de la conciergerie. Alors, donc, Napoléon lit, Napoléon fait des rencontres, notamment il rencontre Thiard de Bissy, qui est un ancien officier de l'armée des princes, qui est nommé chambellan en 1804, donc qui est un aristocrate de l'ancienne cour, rallié à l'Empire, et il raconte dans ses mémoires que dans ses premiers jours qu'il passe aux Tuileries comme chambellan, il raconte, à sa grande surprise, que Napoléon parle constamment de la reine et de Versailles. Ça le surprend beaucoup, je le cite. Il amenait parfois la conversation sur la reine Marie-Antoinette, mais superficiellement et sans approfondir. Je n'avais cependant pas de peine à voir que ses préventions contre elle étaient grandes. Donc Napoléon, peut-être, a voulu rassurer ce courtisan en lui présentant le visage d'un empereur qui s'intéresse au passé, qui s'intéresse aux Bourbons. Ou peut-être que Napoléon était curieux sur Marie-Antoinette. Quoi qu'il en soit, il discute avec Thiard de Bissy au sujet de la reine. Bon, alors là, c'est tout petit, je suis désolé, vous n'allez pas réussir à lire. Bon, tant pis. Bon, je vais vous la lire. Donc, Thiard essaie de donner une leçon de Marie-Antoinettologie à Napoléon en lui expliquant que tout ce qu'on lui a raconté sur Marie-Antoinette n'est que pure calomnie. Et les analyses de Thiard de Bissy ne sont pas si inintéressantes parce que ça montre qu'avec un peu de recul, beaucoup d'émigrés avaient fini par juger la reine, je pense, à juste valeur, c'est-à-dire non pas comme l'a fait la propagande royaliste après 1814, en la présentant comme une martyre confite en dévotion, mais en essayant de juger ses actes en prenant en compte le contexte de la fin de l'Ancien Régime, son immaturité après son mariage, dans les années 1770-1775, elle est toute jeune, la froideur de Louis XVI à son égard, ce qui explique qu'elle a passé quelques années à la fin de son adolescence à faire la fête et à se ranger. Donc cette idée de la reine fêtarde, on peut la nuancer. Après tout, elle était très jeune, très immature. Elle a fait ce que ferait n'importe quel adolescent dans une situation où on dispose un petit peu de liberté. Donc je vous cite la citation de Thiard de Bissy. Cette princesse a toujours été mal appréciée. Tout ce qui a été rapporté sur son compte est calomnie pure. Enfant, quand elle quitta Vienne, arrivée en France sous le règne de Madame du Barry, elle n'y a trouvé ni direction ni appui. Cette direction et cet appui, là où elle devait les rencontrer, lui ont manqué complètement. Humiliée par l'indifférence, par une espèce de dédain que ses charmes rendaient plus inexplicables et qui se prolongèrent longtemps, il est naturel qu'elle ait cherché dans les dissipations un dédommagement. Cette jalousie, apanage des petits esprits qui ne peuvent supporter la supériorité qui les approche, s'exerçait sans cesse contre elle, et si visiblement qu'il était impossible de ne pas s'en apercevoir. Donc, un témoignage intéressant, plein de nuances chez Thiard de Bissy. Dans la suite de son texte, Thiard affirme qu'il a essayé d'expliquer à Napoléon la différence entre les étiquettes de France et d'Autriche, qui explique pourquoi Marie-Antoinette avait eu du mal à s'adapter à la représentation, au rôle de la vie en public à Versailles. Et cela a contribué, selon Thiard de Bissy, à indisposer l'opinion publique contre elle. Ensuite, Napoléon lui parle de l'affaire du collier. Il lui affirme qu'il a trouvé parfaitement stupide la décision du roi et de la reine de rendre l'affaire publique. Selon lui, il aurait fallu faire arrêter le cardinal de Rohan discrètement et étouffer l'affaire le plus vite possible, alors que faire arrêter le cardinal en pleine galerie des glaces et créer un scandale, c'était une très mauvaise idée du point de vue politique. Donc, comme ça, quelques idées, quelques extraits de leur conversation. Thiard conclut forcément en expliquant que Napoléon n'aime pas Marie-Antoinette, mais qu'il est très curieux d'en savoir davantage. Et en cela, peut-être que Napoléon est un homme de son temps, un ancien sujet du roi Louis XVI, désireux de mieux connaître ses souverains, mais aussi désireux de mieux comprendre les causes de la Révolution. Et selon lui, Napoléon, en réalité, ne savait pas grand-chose du roi et de la reine. Il s'était contenté d'écouter les rumeurs, de lire les journaux et les pamphlets orduriers de la fin de l'Ancien Régime et de la Révolution. Thiard de Bissy montre
malgré tout que Napoléon avait bien conscience du rôle joué par l'opinion publique dans la ruine de la monarchie, ce qui explique peut-être son opinion pour la censure et la surveillance son obsession pour la censure et la surveillance des rumeurs. Donc on a cette même méfiance de Napoléon qu'on retrouve dans une autre conversation quelques années plus tard avec Molé aux Tuileries en 1813. Là, à nouveau, Napoléon parle d'opinion publique, de censure et de Marie-Antoinette, et il exprime son dégoût des classes populaires, et particulièrement, je cite, des tricoteuses qui détestent l'impératrice Marie-Louise en se rappelant les outrages qu'elles ont prodigués à la malheureuse Marie-Antoinette. Donc, méfiance du peuple, méfiance de l'opinion publique. Alors, Napoléon n'a pas vraiment évolué dans cette vision des choses. On le voit, dans un autre texte, dans deux autres textes, le journal de Gourgaud et le journal de Bertrand. Deux interlocuteurs qui Napoléon discute en exil, et avec eux, il ne prend pas de pincettes. Alors, on est à Sainte-Hélène, dans un autre contexte. Napoléon est de très mauvaise humeur à Sainte-Hélène. Que dit-il ? La reine Marie-Antoinette, malheureusement, était une putain. Elle a d'abord eu Fersen, le comte d'Artois. Madame Campan a dit à l'empereur que, dans la nuit du 4 octobre 1789, elle ôta dans la chambre de la reine, sur un coup d'œil de la princesse, la culotte de Fersen, où était sa montre à répétition. Elle a cruellement expié ses fautes. Louis XVI était au reste un homme fort dégoûtant, vomissant souvent, rotant fréquemment, ayant toujours l'air ivre. C'est ce qu'il raconte à Bertrand. Puis ensuite, un peu plus loin, Napoléon se calme, il est moins violent, il évoque l'affaire du collier et il explique une nouvelle fois qu'à son avis, le roi et la reine ont eu tort de rendre l'affaire publique simplement pour sauver leur honneur. Ils auraient mieux fait de tout étouffer. Donc, dans les deux extraits, on voit quand même un certain intérêt. Surtout, on remarque que Napoléon a parlé de la reine avec Madame Campan. Alors, plutôt Madame Campan, voilà, elle est là. Parler de la reine avec Madame Campan, l'ancienne première femme de chambre de Marie-Antoinette, qui était devenue directrice de la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Si on regarde dans le journal de Gourgaud, à la date du 4 janvier 1817, on comprend que Napoléon avait aussi dû parler de Marie-Antoinette avec Roederer, justement. Donc il n'avait peut-être pas lu l'édition critique de Thierry Lenz, Un été d'espoir et de sang, qui est excellente et que je vous recommande, mais Napoléon avait parlé du 10 août avec Roederer, et apparemment, il affirme que Roederer lui a tout raconté de cette journée, et notamment comment Marie-Antoinette avait perdu la tête en cédant à la panique et en fondant en larmes. Roederer m'a dit que tout ce qu'on avait dit de la fermeté de la reine au 10 août 1792 était faux. Elle était comme toutes les femmes. Dans le cabinet du roi, elle pleurait à chaudes larmes, paraissait craintive, et demandait à Roederer que faire. Elle pressait pour aller à l'Assemblée. Quand elle sortait du cabinet du roi, ses larmes se séchaient à l'instant, et tous ceux qui la voyaient la trouvaient fière et courageuse. Donc une reine actrice, sont des remarques qui sont, je trouve, plutôt à rebours que ce que Roederer écrit dans sa chronique sur la chute de la monarchie, où il décrit vraiment une femme déterminée qui cherche à protéger ses enfants, finalement assez courageuse. Là, il lui a montré peut-être l'envers du décor, c'est-à-dire une femme qui a peur et qui pleure. Autre exemple, dans le journal de Gourgaud, une autre citation qui est assez intéressante au sujet de l'affaire du collier, qui montre une réflexion assez poussée de la part de Napoléon, qui est peut-être le fruit de ses entretiens avec Madame Campan, je vous la remets ici, qui avait été une des protagonistes de l'affaire du collier, puisque c'est elle qui avait remis le billet du joaillier qui se plaignait à Marie-Antoinette de ne pas avoir été payé. Elle l'avait remise à la reine, qui ensuite l'avait détruit, et l'affaire éclate à partir de ce moment. Alors que dit Napoléon en faisant écho des confidences de Madame Campan ? C'est comme pour l'aventure du collier, la reine était innocente, et pour donner une plus grande publicité à son innocence, elle voulut que le Parlement jugeât. Le résultat fut que l'on crut que la reine était coupable. Cela causa du scandale et jeta du discrédit sur la cour. Peut-être la mort de la reine date-t-elle de là. Avec cette phrase, on comprend que l'empereur avait compris beaucoup de choses, en déclarant d'une part que la condamnation à mort de Marie-Antoinette et peut-être de Louis XVI, date de l'affaire du collier, ce qui est un moyen d'expliquer que leur procès, en réalité, est une affaire de très long terme et qu'il est la conséquence d'une accumulation de rumeurs, de rancœurs qui remontent à très longtemps en arrière. Ensuite, Napoléon déclare également à Gourgaud que l'une des causes de la chute de l'Ancien Régime est que la reine est devenue, je cite, la maîtresse du roi, en affirmant donc que les Bourbons ne peuvent pas se passer d'une maîtresse puissante ou d'un Premier ministre, c'est-à-dire d'une femme ou d'un homme de paille, sur qui l'opinion publique peut se focaliser facilement. Donc ça permet de préserver le prestige du souverain, et la favorite ou le Premier ministre servent un peu de bouc émissaire. C'est très bien vu, et les historiens ont mis plus de deux siècles avant de
qualifier ce rôle des maîtresses royales que l'on qualifie aujourd'hui de fusible de Versailles. Un fusible, ça saute, comme une tête. Donc ensuite, dans le mémorial de Sainte-Hélène, Lascaz, donc je le cite en dernier parce que le texte est plus travaillé et moins spontané, Lascaz se montre beaucoup moins violent quand on le lit, en atténuant les propos de l'empereur, en ajoutant quelques phrases, on le comprend, qui sont propres à amadouer la Restauration. Il évoque par exemple une conversation relative à Louis XVI et Marie-Antoinette le 1er août 1816, où il explique que Louis XVI, donc Napoléon, sous la plume de Lascaz, explique que Louis XVI a été le plus exemplaire des particuliers et qu'il avait été un fort pauvre roi. Donc là, c'est une distinction classique qui a déjà été faite à l'époque de la Convention entre Louis XVI, homme privé, excellent père de famille, très respectable et que l'on déplore presque de devoir guillotiner, et de l'autre, le chef d'État que l'on doit guillotiner pour mettre fin à la monarchie et peut-être aussi pour le punir de son incompétence comme chef d'État. Donc pour Marie-Antoinette, ensuite, Lascaz écrit qu'elle avait, donc toujours Napoléon qui est censé parler, qu'elle avait tout à fait changé les mœurs de Versailles. L'antique gravité, la sévère étiquette se trouvait transformée en gentillesse aisée, en vrai caquetage de boudoir. Tout homme sensé, tout homme de poids ne pouvait échapper à la jeune mystification de jeunes courtisans dont la disposition naturelle à la moquerie se trouvait aiguillonnée encore par les applaudissements d'une jeune et belle souveraine. Donc c'est un passage intéressant qui montre un reflet inversé de la vision qu'avait Napoléon de la cour. Il envisage comme un lieu grave, un lieu sérieux, un lieu qui n'est pas fait pour s'amuser ni pour rire. Ça explique sa méfiance des favoris, des coteries, des conversations de salon frivoles. Tout ce qu'il va reprocher à Joséphine notamment, il le reproche déjà à Marie-Antoinette. Donc Marie-Antoinette, pour lui, est un peu une sorte d'anti-modèle de ce qu'il ne faut pas faire quand on est souverain. Donc c'est un passage qui n'est pas très enthousiaste, bien sûr, mais qui est quand même assez acceptable, parce qu'il ne dit pas que du mal. Donc du point de vue de la censure de la Restauration, ça ne prête pas trop le flanc à la critique. Il blâme en réalité certaines fautes politiques, mais il réserve quand même quelques louanges à la souveraine. Il y a encore un autre passage, le 7 octobre 1816, Napoléon reparle de Madame Campan, et Lascaz écrit que Madame Campan, à nouveau, avait donné à Napoléon beaucoup de détails sur la vie quotidienne de Marie-Antoinette, en la décrivant comme d'un très bon cœur, nullement prodigue, plutôt avare, et pas du tout à la hauteur de la crise qui la dévora. Au surplus d'intelligence suivie avec les machinations royalistes du dehors, et ne doutant nullement de sa délivrance par l'étranger. Donc là aussi, il y a des qualités qui tempèrent certains défauts. Voilà, intelligente, un peu avare, mais prodigue, donc c'est presque parfois contradictoire. Ensuite, Napoléon affirme regretter d'avoir maltraité Fersen à Rastatt. On a ça également dans le mémorial, parce qu'il avait appris depuis à quel point il avait été dévoué à la reine, n'hésitant pas à se mettre physiquement en danger pour elle, et en laissant échapper une pointe apparemment de regret de n'avoir pas lui-même eu des fidèles aussi dévoués que Fersen l'avait été pour Marie-Antoinette. Et enfin, dernier point, Napoléon enfonce le clou dans ce témoignage en affirmant que les Habsbourg, selon lui, avaient décidé de ne plus jamais parler de Marie-Antoinette, de ne plus aborder le sujet, que sans doute les Habsbourg étaient très gênés par les commémorations perpétuelles que Louis XVIII organise à Paris depuis son retour en 1814 pour commémorer le martyre du roi et de la reine. Donc un passage du mémorial qui est tout à fait passionnant, et voilà à peu près ce que l'on sait sur Napoléon et Marie-Antoinette. Ils ont été en présence l'un de l'autre, lui au moins l'a vue de loin, il l'a aperçue, ils ont vécu dans les mêmes lieux, il a parlé d'elle avec de très nombreux personnages qui la connaissaient ou qui avaient fréquenté Versailles, donc Roderer, Madame Campan, Thiers de Bissy, même Lascaz. Il en savait donc beaucoup sur Marie-Antoinette, il l'estime assez peu, il considère qu'elle n'a pas été à la hauteur de son rôle de souveraine. Il considère qu'elle avait probablement été une conspiratrice et une débauchée, mais il avait compris beaucoup de choses, en tout cas, sur les causes profondes de la chute de la monarchie, en particulier l'essor de l'opinion publique, la multiplication des rumeurs, l'incapacité des dirigeants de l'époque. Donc il avait beaucoup réfléchi sur le sujet. Donc j'ai adopté une progression chronologique. La reine est morte, l'empereur meurt à Sainte-Hélène. Il est temps d'évoquer ensuite la suite, c'est-à-dire la légende, la construction parallèle de leur légende et l'essor de leurs deux historiographies. Durant toute la Restauration, le souvenir de Marie-Antoinette est exalté par des tuériféraires de la monarchie. Louis XVIII instrumentalise le martyre de sa famille. Il fait voter le 19 janvier 1816 une fameuse loi mémorielle qui encadre les cérémonies funèbres qui doivent se répéter le 21 janvier
et le 16 octobre tous les ans. Donc c'est ce que l'historien Emmanuel Furex a appelé la France des larmes, et c'est une sorte de propagande et de ressassement du deuil qui lasse petit à petit le grand public. Quand vous lisez La Confession d'un enfant du siècle de Musset, on voit à quel point les Français, notamment les jeunes, sont ulcérés de vivre dans un pays qui est perpétuellement en deuil. Pourtant, il y a cette lassitude face au deuil officiel, mais les petits détails de la grande histoire continuent à déchaîner les passions. On commence à s'intéresser aux reliques de Marie-Antoinette, aux autographes de Marie-Antoinette, tout comme on s'intéresse aux reliques et aux autographes de Napoléon. On va visiter sa cellule de la conciergerie qui a été réaménagée, bien évidemment, en chapelle expiatoire par Louis XVIII. Tout comme on va visiter, par exemple, Malmaison pour se recueillir sur le souvenir de Bonaparte et de Joséphine. Et les portraits de Marie-Antoinette comme de Napoléon se retrouvent dans d'innombrables intérieurs, à l'époque encadrés, accrochés au mur. Au tournant des années 1820, éclate ce phénomène que l'on appelle la fièvre des mémoires, donc la publication quasi simultanée en quelques années de centaines d'autobiographies écrites par des rescapés de la Révolution et de l'Empire qui sont désireux de se justifier face à la postérité, qui sont souvent prêts à enjoliver leurs souvenirs, à tirer à la ligne, à empocher plus de droits d'auteur en publiant davantage de volumes. Donc on a au premier chef Madame Campan, en 1823, la même année que le mémorial de Sainte-Hélène. Ce sont les deux ouvrages fondateurs des deux légendes, Madame Campan d'un côté, Lascaz de l'autre, mais il y a une différence fondamentale entre la mémoire de l'empereur et la mémoire de Marie-Antoinette. Napoléon a pris le soin, avec Lascaz, de semer les jalons de ce que doit être sa légende. Il a fait ça à Sainte-Hélène de manière très réfléchie. Il bâtit son mythe autour de son combat pour les valeurs libérales, et il sait que sa légende va ainsi connaître une postérité politique qu'il espère féconde, et que cela va contrebalancer la légende noire de l'ogre qui a été propagée à partir de la fin de l'Empire et sous la Restauration, et permettre un jour une résurrection de l'Empire, un avènement du roi de Rome sur le trône. Donc c'est une légende très pensée dès le départ par Napoléon dans un but politique. À l'inverse, Marie-Antoinette a été enfermée à la conciergerie et n'a eu aucun contrôle sur sa propre légende. Elle a dicté son testament, mais c'est un texte très bref, ouvert aux interprétations parce qu'il s'agit en réalité d'une lettre privée adressée à sa belle-sœur, Madame Élisabeth. Donc la légende de Marie-Antoinette va être davantage instrumentalisée. Elle ne l'a pas préparée, elle n'a pas pu la préparer, elle n'en a pas eu le temps. Donc on a d'un côté une légende noire qui existe depuis la fin de l'Ancien Régime, qui va continuer à se perpétuer, et de l'autre une légende dorée qui va se développer de différentes manières, en insistant sur différents aspects. La reine fêtarde, frivole, joyeuse, mais également solaire, donc un symbole de la douceur de vivre de l'Ancien Régime, ou pour les ultras, plutôt une reine confite en dévotion, une reine martyre, presque en réalité une sainte. Donc on a une vulgate hellénienne sur la légende napoléonienne, et on a différents types de légendes pour Marie-Antoinette. Donc ce sont des légendes qui se cristallisent au même moment et qui connaissent les mêmes types de falsifications. Par exemple, dans les années 1820, vous avez des publications simultanées qui se veulent assez scientifiques. Par exemple, pour la fin de l'Ancien Régime, l'affaire de Varennes. Vous avez des parutions comme ici les mémoires du baron de Gogla, les mémoires du prince de Montbarret, donc des textes assez précis qui nous permettent de travailler sur Marie-Antoinette. Vous en avez d'autres qui sont assez sérieux sur l'Empire. Vous avez les témoignages de Bosset, de Thibaudeau, de Norvins qui parlent de Napoléon. Donc vous avez comme ça un corpus de témoignages qui commence à se constituer. Vous avez également à la même époque beaucoup d'apocryphes. Vous avez par exemple, pour ce qui est de Marie-Antoinette, les mémoires du coiffeur de Marie-Antoinette, Léonard, qui sont complètement apocryphes, ceux de Weber, son frère de lait, complètement apocryphes également, et de la même façon, vous avez les pseudo-autobiographies d'Émile Marcot de Saint-Hilaire, ou également de Constant ou de Bourrienne, qui sont très retravaillés. Donc ce sont des textes qui à chaque fois sont rédigés par des écrivains à la petite semaine. On parle de teinturiers ou de nègres littéraires avec de très gros guillemets. Ils sont recrutés, ces auteurs, pour créer de fausses autobiographies, pour raconter de faux souvenirs, ou en allant fouiner dans les bouquinistes, en lisant des vieux journaux, ou alors en faisant parler, comme on dit à l'époque, des vieilles comtesses d'autrefois. Et ce sont des plumitifs qui sont capables soit de raconter la bataille d'Austerlitz, soit de raconter la journée du 10 août 1792, comme s'ils y avaient été. Vous savez, par exemple, Étienne de la Motte-Langon, qui est un ancien auditeur au Conseil d'État impérial. Il publie les mémoires et souvenirs d'un père de France en 1830. L'année suivante, les mémoires d'une femme de qualité, deux ouvrages complètement apocryphes où paraissent tour à tour Marie-Antoinette, Robespierre et même Napoléon. Petite nuance, donc on a ces témoignages très fantaisistes. Les historiens de l'Empire sont beaucoup plus attentifs
à la question de l'authenticité de ces textes que les historiens du XIXe siècle, notamment parce que ceux qui travaillent sur l'Empire ont la chance d'avoir, grâce à Jean Tullard et sa fameuse bibliographie critique, un outil qui permet d'évaluer l'intérêt, l'authenticité, le degré d'authenticité des témoignages. Il n'y a pas de tel outil de travail pour la fin du XVIIIe siècle. Cela manque et souvent, les témoignages complètement apocryphes comme ceux de Weber ou de Léonard, on a tendance à les prendre pour argent comptant. Alors bon, je continue un tout petit peu, mais très rapidement, sur la cristallisation des deux légendes. Vous avez des romanciers qui s'emparent de la légende de Napoléon et de Marie-Antoinette. Vous avez d'un côté Balzac, plutôt pour Napoléon, une ténébreuse affaire typiquement. De l'autre, Alexandre Dumas, peut-être plus fasciné par Marie-Antoinette, avec, entre autres, le chevalier de Maison Rouge, qui s'inspire de la vie authentique du chevalier de Rougeville, qui avait essayé de faire évader Marie-Antoinette de la conciergerie. Donc ces romans contribuent eux aussi à figer les grandes figures historiques dans nos imaginaires, toujours de notre époque. Également, puisqu'on continue un petit peu, dans le sillage de tous ces écrits, romans ou publications de mémoire, vous avez également des travaux d'historiens romantiques. Lamartine, qui va écrire à la fois sur Napoléon et sur Marie-Antoinette, Thiers, qui va écrire sur la Révolution et sur l'Empire, les frères Goncourt, qui vont beaucoup travailler sur Marie-Antoinette, donc une historiographie romantique d'abord, puis ensuite une histoire un peu plus sérieuse, avec, par exemple, l'essor de l'histoire positiviste, la correspondance de Marie-Antoinette, publiée en Autriche à partir de 1866 par le directeur des archives de Vienne, le baron d'Arnett, une grosse édition scientifique très prestigieuse et qui est une sorte de réponse à l'entreprise lancée par Napoléon III de l'édition critique de la correspondance de Napoléon Ier, un tout petit peu avant. Donc on a ce grand processus, et puis ensuite, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, nouvelle étape, à nouveau des publications d'éditions critiques plus sérieuses, de mémoires qui étaient restées inédits, ce Talleyrand de la comtesse de Boigne, du baron de Frény, enfin il y aurait beaucoup de références à citer bien sûr, mais l'histoire savante se développe, les mémoires sont éditées de manière de plus en plus sérieuse, cela profite autant à l'histoire de la fin de l'Ancien Régime qu'à l'histoire de Napoléon. C'est également l'essor de la petite histoire, les ouvrages de J'ai le nôtre pour Marie-Antoinette, ceux de Frédéric Masson pour Napoléon, ceux de Pierre de Nolhac également pour Marie-Antoinette. C'est également l'époque où on a des historiens avec des capacités d'analyse très puissantes, remarquables, qui envisagent la période qui va de Louis XVI jusqu'à Napoléon comme une séquence de continuité. Regardez par exemple Taine dans Les origines de la France contemporaine. Il parle de Napoléon, il parle de Marie-Antoinette. Regardez Albert Sorel dans son histoire diplomatique qui englobe la fin du XVIIIe siècle jusqu'au Congrès de Vienne. On a des parallèles et les deux personnages sont régulièrement cités. Donc les processus éditoriaux, du point de vue des historiens, des témoignages d'autobiographie, ça progresse de front. On voit que la stratification historique suit à peu près le même chemin. Il en va de même, ça j'en ai déjà dit un mot, de la muséification qui s'opère en parallèle, puisque les résidences des souverains sont transformées en musées au même moment. Eugénie organise une première exposition sur Marie-Antoinette au Petit Trianon en 1867 et une grande exposition à Malmaison en mémoire de Joséphine à la même époque. Puis ensuite, les palais sont transformés en musées à peu près au même moment. Donc les fans de Marie-Antoinette et de Napoléon visitent tous les mêmes lieux. Alors le parallèle s'arrête ici, puisque comme je vous le disais, à la différence de Napoléon, pour qui tous les témoignages ont été examinés et vraiment critiqués par les historiens, les faux textes sur Marie-Antoinette ont souvent été pris pour argent comptant pendant très longtemps, et surtout ce que j'appellerais les chaînes de transmission des citations et des anecdotes sont beaucoup plus compliquées à retracer pour Marie-Antoinette qu'elles ne le sont pour Napoléon. Quand on se retrouve aujourd'hui face à une citation que l'on attribue à Napoléon, on la retrouve très facilement dans 5 ou 6 mémoires publiées dans les années 1820 ou 1830, ou alors on regarde dans le recueil de fausses citations de Napoléon par Balzac et on trouve très vite d'où vient la citation de Napoléon. Pour Marie-Antoinette, c'est plus compliqué. Marie-Antoinette n'est pas très bavarde. Elle a beaucoup de citations qu'on lui attribue. Pour la plupart, elles sont fausses. Quelques-unes sont vraies. Par exemple, « Il y a bien du monde à Versailles aujourd'hui ». Elle l'a vraiment dit, il y a un texte d'époque qui l'atteste. Par contre, « qu'il mange de la brioche », c'est une citation qui n'est attestée par aucun document de l'époque. Pardon, voilà. « Qu'il mange de la brioche », c'est une reconstruction très postérieure qui nous vient apparemment des Confessions de Rousseau, un passage qui a été réadapté avant 1789 dans un texte qui critiquait la reine.
Il y a d'autres citations de Marie-Antoinette que l'on peut retracer, dont on peut retrouver l'origine, qui sont complètement apocryphes. Par exemple, celle où elle qualifie le château de Rambouillet de crapaudière. J'aime beaucoup celle-là. On ne la retrouve pas avant un guide touristique des années 1850. Donc, la plupart des citations attribuées à Marie-Antoinette ont transité d'abord par des nouvelles à la main écrites au XVIIIe siècle, par des conversations orales que l'on retient, par des publications contre-révolutionnaires imprimés à l'étranger, puis par des témoignages indirects, ceux des teinturiers, avant d'être repris tels quels par les biographes à la fin du XIXe ou du XXe siècle. Donc c'est très compliqué de savoir si une citation de Marie-Antoinette est fausse. Il faut un peu creuser. Pour Napoléon, en général, c'est beaucoup plus simple. La plupart du temps, enfin beaucoup de citations sont rapportées par Madame Campan. Quand on cherche Madame Campan, on se rend compte qu'elle-même s'est inspirée de brochures royalistes écrites à Hambourg sous le Directoire ou publiées sous le consulat à Paris, comme si elle avait manqué d'inspiration ou manqué peut-être d'imagination pour écrire son récit. Peut-être qu'elle était trop âgée pour écrire. Et donc, beaucoup de citations de Madame Campan se retrouvent en réalité dans des textes antérieurs, comme ici le récit de l'arrestation du cardinal de Rohan au moment de l'affaire du collier. Donc ça, on peut retrouver ces citations. Il faut chercher sur Internet comment faire. C'est un petit peu compliqué. Les citations authentiques sur Marie-Antoinette sont beaucoup plus difficiles à trouver. Il y en a dans quelques écrits contemporains. J'ai beaucoup utilisé pour ma biographie le journal du maréchal de Castres, qui est un manuscrit donc, du ministre de la Marine de Louis XVI. Il y a quelques témoignages qui ont été publiés plutôt au XXe siècle, comme celui du marquis de Bombelle ou de l'abbé de Véry, où l'on retrouve des citations de Marie-Antoinette qui donc ont été prises a priori sur le vif, qui nous donnent une vision d'elle sans filtre. Mais en réalité, c'est très compliqué de trouver des citations authentiques de Marie-Antoinette. Rien n'est fiable et tous les épisodes de sa vie doivent s'écrire plutôt au conditionnel. En revanche, cette méthode de chercher, de remonter la généalogie des citations de Marie-Antoinette jusqu'à retrouver la vraie source apocryphe, on peut s'en servir également pour Napoléon. C'est une méthode de travail qui marche. Alors je vous montre un exemple, parce que je me mets à travailler de cette façon sur Napoléon comme je l'ai fait avec Marie-Antoinette. Ici, un exemple un peu vulgaire, la phrase que Bonaparte aurait lâchée au moment des négociations du traité de Campo Formio en octobre 1797 au diplomate autrichien Cobenzl, quand il lui dit l'Empire est une vieille servante habituée à être violée par tout le monde. C'est très vulgaire. Si on recherche l'expression telle quelle, la seule source que l'on trouve, c'est le livre de Sorel, L'Europe et la Révolution française, qui paraît en 1903. Mais quelle est la source de Sorel? Il n'y a pas de note de bas de page. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Donc quand on cherche un peu, on trouve un rapport de Cobenzl au chancelier autrichien Thugut, qui est daté du 18 octobre 1797, qui n'a été publié en entier qu'en 1917, ce qui veut dire que Sorel a dû soit utiliser une traduction de l'allemand qui était imparfaite, soit voir le texte original, mais mal le prendre en note ou vouloir exagérer un petit peu, mais vous voyez que la citation n'est pas du tout la même. C'est un peu différent, mais la citation originale, le plénipotentiaire français, sur lequel visiblement la quantité de punch qu'il avait bu avait déjà produit tout son effet, entra en fureur à ces mots. Il dit que l'Empire était une vieille catin, que depuis longtemps tout le monde avait violé. Donc catin et pas servante, c'est pas la même chose. Et Sorel a éclipsé la partie où l'on voit que Napoléon était bourré. Donc vous voyez, rechercher le texte original peut permettre de trouver des nuances, des points de vue, des éléments que l'on n'avait pas vus par ailleurs. Donc c'est une méthode de travail, on ne pouvait pas faire ça il y a une dizaine d'années, on peut le faire maintenant, c'est quand même extrêmement pratique. Pareil du point de vue de la recherche, donc je vous ai parlé là des sources imprimées, de la recherche de citations et de la critique des sources imprimées. On peut s'intéresser aux documents d'archives sur Napoléon, comme on l'a fait sur ceux concernant Marie-Antoinette. J'ai repris à peu près les mêmes méthodes de travail pour ma part. Par exemple, dans les documents comptables, on sait qu'il y a de la vie qui se cache parfois, des choses très anodines, mais qui peuvent en dire beaucoup pour le biographe. Donc ici, deux exemples. Pour Marie-Antoinette, vous avez un document dans un livre de compte de la comptabilité de la reine, à M. Jamard, apothicaire de la maison, la somme de 1260 livres pour l'hypocrase de la reine, et celui distribué à ses officiers la veille de Noël. Donc un épisode qu'on n'imagine pas de Marie-Antoinette qui se fait servir de l'hypocrase la veille de Noël et qui en fait distribuer à ses domestiques. C'est pas grand-chose, c'est un petit élément du quotidien, mais c'est un petit élément du quotidien qu'on ne retrouve que dans des documents comptables qui le citent en passant.
on ne vous parlera nulle part de la tradition de la reine de boire de l'hypocras à Noël. Et pareil, pour Napoléon, quand on cherche dans les documents comptables, on trouve des petits détails, comme ici, l'empereur s'est plaint de l'odeur du duvet, de la laine. Donc on lui a changé de matelas. Un petit détail, mais le rapport aux odeurs, là aussi, c'est un élément du quotidien qui est important. Donc quand on regarde dans les documents comptables, dans les deux cas, dans les deux types de sources, on peut trouver des choses. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vous citer très rapidement, des documents qui peuvent être émouvants parfois, qui peuvent vous donner des petits détails, des expressions notées à la volée par des domestiques, mais c'est aussi de ça que se nourrit le biographe. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des progrès de l'historiographie de Marie-Antoinette et de Napoléon, qui sont parallèles au XIXe siècle, puis qui décrochent ensuite au XXe siècle. Napoléon a eu de très grands historiens, Édouard Driot, Louis Madelin, Marcel Dunant, Jean Tullard, Thierry Lenz, Jacques-Olivier Boudron, mais non, il en a toujours. Voilà. Jacques-Olivier Boudon, Patrice Guénifet, Emmanuel de Varesquiel, ce sont les plus connus, vous les connaissez tous. Marie-Antoinette, on n'a pas comme ça cette génération de grands historiens qui se transmettent le flambeau, qui travaillent sur le même sujet. Marie-Antoinette, c'est plutôt un domaine réservé à des francs-tireurs, on va dire. Évelyne Levert, grande biographe, Simone Berthière également, Antonia Fraser également en Angleterre. Ce sont des biographes professionnels qui font des biographies, qui les font très bien. Le plus célèbre, c'est Stefan Zweig, mais il n'y a pas vraiment d'école autour de Marie-Antoinette comme il y a une école autour de Napoléon. Donc ça, c'est assez important. Ce sont plutôt des francs-tireurs, les historiens de l'Empire, les historiens de Marie-Antoinette, pardon, les historiens de l'Empire, on le sait, c'est plutôt une affaire de famille, une affaire de partage, une affaire de transmission. Ensuite, le seul point sur lequel, quand même, les deux domaines ont marché de front, c'est plutôt l'histoire de l'art qui m'intéresse aussi, les grands musées, les grandes expositions qui ont permis de faire connaître la connaissance de la vie de cour, la question des grandes commandes, des artistes. Donc, le cabinet de la Méridienne de Marie-Antoinette à Versailles a été restauré en 2023. Ça a permis d'apprendre plein de choses sur le quotidien de Marie-Antoinette, tout comme la restauration des appartements de Napoléon à Rambouillet. Donc là, on a l'impression que les choses se recalent et recommencent à marcher de front, au moins dans ce domaine de l'histoire de l'art. Ensuite, pour le reste, la connaissance de Napoléon progresse très vite parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui travaillent les sources, qui font progresser la recherche dans différentes directions. Pour Marie-Antoinette, c'est plus poussif. Beaucoup d'ouvrages ont ressassé les mêmes textes, réagencé les mêmes idées sous une forme toujours plus attrayante et souvent très grand public. La reine crispe plus que l'empereur, curieusement. Les admirateurs de Marie-Antoinette sont beaucoup plus arc-boutés sur leur vision de la reine que pour Napoléon. L'empereur a bien sûr des admirateurs, il y en a beaucoup dans cette pièce, mais ils ne sont pas forcément fanatiques. Ils acceptent que l'on aborde les sujets qui fâchent, l'esclavage, la question de la misogynie de Napoléon, par exemple. Le bicentenaire a beaucoup aidé en faisant connaître les avancées de la recherche, les nouvelles connaissances au grand public. Il n'y a pas vraiment eu la même chose pour Marie-Antoinette. On est resté figé sur une vision très désuète, la reine de la mode, la reine des macarons, la reine qui aime faire la fête, la reine également en quête du bonheur individuel, donc la femme plutôt. Donc c'est la vision du film de Sofia Coppola. Donc le personnage est idéalisé, très grand public, très médiatique. Et par exemple, l'évocation de la liaison entre Marie-Antoinette et Fersen, qui a été prouvée, la réalité de leurs sentiments est attestée par ces fameuses lettres que les archives nationales ont réussi à décoder il y a quelques années. Eh bien, la seule mention de ces lettres hérisse les admirateurs de Napoléon qui s'écharpent pour savoir si, oui ou non, il y a vraiment eu consommation de leur amour. À mes yeux, ça a assez peu d'intérêt, mais ça montre que beaucoup d'admirateurs de Marie-Antoinette ont du mal à ce qu'on remette en question la légende, à remettre en question ce que l'on pensait savoir sur Marie-Antoinette. Et je résumerai les choses d'une manière très simple. Marie-Antoinette n'a pas encore eu de Jean Tullard, n'a pas encore eu un universitaire capable de former des disciples, de faire école et de renouveler la vision d'un personnage. Donc, en conclusion, simplement une dernière image, c'est tout. En 1860, Victor-Auguste de Jonquière, qui est un peintre qui n'est pas très connu, prend prétexte du récit de l'inspection de Bonaparte à la prison du Temple au début de l'année 1800, c'est dans les Mémoires de Bourrienne, pour mettre en scène la rencontre entre le premier consul et une mère de famille captive au Temple avec ses deux enfants, qui portent une robe de deuil. Elle ressemble trait pour trait à Marie-Antoinette.
On ne sait pas si l'artiste a voulu peindre une entrevue impossible entre deux illustres personnages morts en captivité, s'il a voulu exalter la dignité de la souveraine, la magnanimité de Napoléon, on ne sait pas. Est-ce qu'il a voulu peut-être plutôt concentrer dans une seule allégorie les deux plus grandes légendes du XIXe siècle? En tout cas, on les voit face à face, on les voit réunis, et j'espère avoir réussi à vous montrer que les deux mythes se comprennent mieux avec un peu de recul, et ils se comprennent surtout beaucoup mieux si on les envisage en parallèle. Je vous remercie.